Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de cette édition d'information. Descente ce mardi de la délégation du Bloc républicain à l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou. Une visite de courtoisie aux forces de sécurité et de défense blessées lors des violences préélectorales. La délégation a été conduite par le secrétaire général national du parti, Abdoulaye Biotchane. Le président de l'ONG SUSMEC a fait une déclaration ce mardi. Face à la presse, il a fait le point des activités menées par l'ONG lors de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Et puis, le président tchadien Idriss Déby Itno serait décédé ce mardi. Vous aurez dans cette édition le résumé du parcours de l'homme. Une délégation du Bloc républicain a fait une descente ce mardi à l'hôpital d'instruction des armées. Une visite qui vise à s'enquérir de l'état de santé des militaires et policiers blessés lors des violences préélectorales. Et c'est la secrétaire générale nationale du Bloc républicain, le secrétaire donc plutôt général du Bloc républicain, Abdoulaye Biotchane, qui a conduit la délégation. Suivez. La délégation conduite par le secrétaire général national du parti Bloc républicain en visite à l'hôpital d'instruction des armées. Elle est venue témoigner sa compassion aux soldats blessés lors des violences préélectorales enregistrées dans les régions du centre et du nord Bénin. Nous sommes ici cet après-midi, mes amis du Bloc républicain et moi, pour voir les soldats blessés, leur exprimer la compassion de tous les membres du parti et surtout leur souhaiter prendre guérison après ce qu'ils ont vécu, les épreuves qu'ils viennent de traverser. Nous avons pu voir plusieurs parmi eux et ce que nous avons vu atteste vraiment de la gravité de ce qu'ils ont subi. Aussi bien physiquement que même parfois moralement. Et donc notre présence ici est pour véritablement non seulement à ces blessés-là leur souhaiter prendre guérison, mais exprimer le soutien du parti à toute l'armée et nos encouragements et notre soutien au personnel soignant de cet hôpital qui s'occupe si bien d'eux. Attristé par ce qu'il a pu constater, Abdoulaye Biotchane, après avoir rendu un vibrant hommage à ces hommes qu'il qualifie d'intègres, réaffirme l'engagement du gouvernement à mettre tout en œuvre afin que la lumière soit faite sur les auteurs de ces événements malheureux. Ce sont des citoyens béninois, quelque part c'est notre pays et son image aussi qui sont en cause. Et notre message à nous, à travers cette visite, c'est non seulement témoigner pour ces personnes ces soldats qui sont affectés dans leur chair et dans leur morale, mais aussi adresser un message à tous ceux qui s'occupent d'eux, mais aussi à toute la nation et en particulier à ceux qui de l'autre côté ont participé à ces violences-là. Nous espérons que les personnes les plus intéressées par la suite de ces événements, notamment la police, notamment la justice, feront ce qu'il faut pour identifier ceux qui ont participé à ces violences-là et leurs commanditaires, bien sûr, et prendre les dispositions pour que cela ne se répète plus. Satisfaite du bon traitement sanitaire dont bénéficient ces braves hommes qui ont risqué leur vie pour la patrie, les membres du bureau politique du parti au cheval blanc cabré ont pris congé des victimes dans l'espoir de les voir vite se remettre de leur santé. En dehors du Bloc républicain, le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin est aussi allé témoigner ce lundi sa compassion aux forces de défense et de sécurité victimes de violences préélectorales. Et la délégation a été conduite par Jacques Ayachi, président de la formation politique. Le point avec Elie Adjiran.
Cette visite du président du parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin et son bureau politique intervient suite aux malheureux événements survenus entre les 3 et 9 avril 2021, particulièrement dans certaines communes du centre et du nord Bénin. Jacques Kayadi et sa délégation sont allés témoigner leur compassion aux forces de défense victimes de cette violence préélectorale. Le parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin est venu compatir ce lundi 19 avril 2021 à la douleur des garants de l'intégrité de notre État et de notre sécurité collective, atteints et humiliés par la furie meurtrière et barbare de gens sans foi ni loi. Sous le guide du directeur de l'hôpital des armées, Sal Passal, les membres de la délégation ont sillonné les différents compartiments où sont hospitalisés les rescapés. Mouel Bénin note avec amertume et effroi que les manifestants pacifiques évoqués par certains étaient plutôt des mercenaires d'une autre époque, commis pour mettre à mal la paix et la quiétude collective. Ceci a d'ailleurs été revendiqué il y a quelques jours par une de nos compatriotes, activiste de l'opposition radicale, lors d'une conférence en ligne depuis l'étranger où elle réside, conférence au cours de laquelle l'intéressé encourageait le financement de groupes terroristes. À ce jour, aucun responsable du bord politique dont elle se réclame ne s'est démarqué de cette démarche anti-républicaine. Faut-il croire et conclure que ces derniers se retrouvent dans ces discours et initiatives hors la loi? Au regard du constat fait, le parti Mouel Bénin déplore les affrontements enregistrés et souhaite que de pareilles situations ne surviennent au Bénin. La survenue et la récurrence de ce genre d'événements malheureux, presque dans les mêmes localités, sont très déplorables et invitent les acteurs politiques de l'opposition radicale actifs dans ces régions à se remettre en cause. Le champ des luttes politiques ne doit pas se déplacer sur l'espace public avec les conséquences de troubles à l'ordre public, de destruction d'édifices publics et privés et surtout d'exposition des paisibles populations. Le parti Mouel Bénin a saisi l'occasion pour inviter l'ensemble des acteurs à l'unité et féliciter le professionnalisme des forces de l'ordre et de sécurité béninoises. Toujours dans le cadre de l'élection présidentielle, l'ONG SUSMEC a fait une déclaration ce mardi. Face aux hommes des médias, le président a restitué la participation de son programme au processus électoral. Occasion pour lui de formuler quelques recommandations. Céline Bovy. Œuvrer pour la paix et contribuer au renforcement des acquis démocratiques, c'est l'objectif que s'est fixé l'organisation non gouvernementale SUSMEC en créant le projet Élections, démocratie et paix. Pour le déroulement de l'élection présidentielle, l'ONG a marqué sa présence dans les 117 communes à travers 952 observateurs. À l'issue de sa mission d'observation, elle retient que le vote s'est déroulé normalement sur l'ensemble du territoire national, avec cependant des poches de violence vite maîtrisées dans la partie centrale et septentrionale du pays. Sur 950 postes de vote couverts au démarrage, 621 ont ouvert à 7 heures. Ainsi, la majorité des bureaux de vote ont ouvert à l'heure même. Si par endroit, dans le Mono, Lomé et le littoral, certains ont ouvert légèrement avant ou après l'heure. De façon générale, la majorité des retards n'a pas excédé 1 heure dans l'eau. Le vote s'est déroulé dans le respect des gestes barrières. Des postes de vote ont été fermés un peu avant l'heure réglementaire et des postes fermés et délocalisés vers les arrondissements pour le dépouillement pour raison d'insécurité des agents électoraux. Un ensemble de constats qui n'entache pas la crédibilité du scrutin. Pour ce qui est de la polémique autour du taux de participation à l'élection présidentielle, le président de l'ONG SUSMEC clarifie. Nous avons confronté nos chiffres mis à notre disposition par nos observateurs déployés sur les 546 arrondissements que compte le Bénin avec ceux de la Sénat. Et nous pouvons vous dire, sans risque de nous tromper, que le taux de participation est bien sûr au-delà de 50%. Un taux officialisé par l'instance chargée d'organiser les élections en République du Bénin. C'est simplement vous dire que nous sommes totalement en phase avec la Sénat.
Occasion pour Saturne Hunkpe de formuler quelques recommandations à l'endroit du gouvernement, des partis politiques et de la société civile elle-même pour des élections prochaines apaisées. À l'endroit des partis politiques et du peuple béninois, l'ONG recommande de renforcer la sensibilisation et le sens de responsabilité de leurs militants pour la sauvegarde de l'unité et de la cohésion nationale. Éviter le recours à la violence pour la préservation de la paix et de l'unité nationale. Il a pour finir appelé les candidats malheureux à cette élection à faire preuve de maturité pour la stabilité politique de notre pays. On parle à présent de la descente d'une délégation du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale conduite par Alassane Seydou ce mardi sur le site de l'incendie du marché d'Antokwa. Accompagné du directeur général de la SOGEMA, le ministre est allé s'enquérir de l'ampleur des dégâts et a promis aux victimes que le gouvernement ne restera pas insensible face à ce drame. Suivez. Quelques semaines après, l'incendie ayant ravagé une bonne partie des marchandises des occupants du marché d'Antokwa de Cotonou, Alassane Seydou, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, apporte ici la compassion du gouvernement aux sinistrés. Plus rien ne reste de leurs marchandises, le feu a tout consumé, les différents sites du sinistre ont été parcourus par la délégation. Le ministre de tutelle s'est voulu tout de même rassurant. Nous sommes en train de préparer un compte-rendu en bonne et due forme que nous allons présenter au gouvernement. Et pour être sûr du contenu de ce compte-rendu, j'ai tenu en tant que ministre de tutelle à venir ici en personne pour voir l'ampleur des dégâts et rencontrer les populations pour leur exprimer une fois encore la compassion du gouvernement et leur apporter aussi le soutien du gouvernement. C'est un dossier qui préoccupe beaucoup tout le gouvernement et en particulier son chef. Après l'étude des mesures adéquates seront prises pour permettre aux usagers de reprendre leurs activités dans les meilleures conditions. Je souhaite beaucoup de courage à tous ceux qui ont subi des préjudices du fait de cet incendie et je demande au DG aussi de prendre toutes les mesures pour que toutes les initiatives qui seront prises par le gouvernement puissent avancer le plus rapidement possible. La descente de leur hôte ce mardi matin sur les lieux afin de leur témoigner le soutien du gouvernement réjouit à plus d'un titre les victimes. Je remercie le ministre qui est venu ce matin pour nous aider. Que Dieu accompagne nos autorités pour le développement de notre pays. Je vous remercie infiniment. J'étais à l'église quand quelqu'un m'a appelé pour me dire que mon magasin est en feu. Le temps que je vienne, le feu a tout consumé. En ce moment précis, je remercie le ministre et le directeur de la SOGEMA qui sont venus avec une bonne nouvelle. Le président a décidé de nous venir en aide. Que Dieu les accompagne également. Rassurez-vous, le président de la République ne restera pas les bras croisés face à ce qui vous arrive en ce moment. Dans les tout prochains jours, vous reprendrez de plus belle avec vos différentes activités. C'est l'une des promesses fortes du ministre Alassane Seydou à l'endroit des victimes de ce sinistre. Autre volet de cette édition, on s'intéresse au port de voile imposé donc par la religion musulmane aux femmes. Ceci pour diverses raisons, dont la protection de celles qui le portent. Il sert également de marque identitaire. Il faut dire aussi que le voile permettrait de cacher les atouts féminins afin de ne pas attirer le regard des hommes. Céline Govi, Chimendade nous en disent davantage. Le hijab dans la religion musulmane désigne un voile ou un vêtement porté par les femmes. Il couvre la tête, les cheveux et ne laisse paraître que le visage. Selon les textes coraniques, le port du voile est une instruction divine, un signe identitaire de reconnaissance. Ô toi prophète, dis à tes femmes, et dis à tes soeurs et dis à tous les musulmans de faire quoi? De rabattre leur voile. Car cela est une identité, une marque à travers laquelle ces femmes s'identifient. La femme porte le voile juste pour se faire distinguer des non-musulmans. Quand une femme porte le voile appelé hijab, non seulement elle est protégée, elle est valorisée et également cela aussi l'amène à pouvoir se conformer
à la pudeur. Les femmes se voilent parce que c'est très important de se voiler d'abord dans l'islam. Parce qu'il y a l'invisible, ce que nous on ne voit pas, qui sont les mauvais esprits. Et puis les mauvais esprits rentrent en possession des femmes très souvent par leurs cheveux. Pour l'imam Harissou Zakari, le voile ne protège pas à lui seul. Il ne vient qu'en complément à d'autres comportements de bonne conduite. Je dis bien le voile est un élément complémentaire de quoi? Du comportement du musulman. Si vous avez un bon comportement, vous avez la crainte de Dieu, vous avez le respect de l'autre et vous cultivez les règles d'éthique et de morale autour de vous, aucun djinn, aucun mauvais esprit ne pourra vous influencer. Pour certains citoyens, le port de voile est une obligation, surtout pour la femme mariée. Il s'agirait d'une barrière protectrice entre elle et le regard des hommes, tandis que pour d'autres, chaque femme est libre de choisir si elle décide de s'y conformer ou non. Surtout la femme mariée, parce que la femme mariée ne doit pas sortir où quelqu'un d'autre voit une partie de son corps. Tout ce qu'elle possède comme, comment on appelle, une partie qui est importante est faite uniquement pour son mari. Ce qu'elle est en train d'exhiber au dehors, si elle exhibe dans la chambre, qu'est-ce que son mari va ressentir? Plus rien, parce que c'est ce qu'il voit tout le temps au dehors. Mais avec sa femme, quand elle enlève son hijab, elle est tête à tête avec son mari. Elle peut porter culotte, elle peut rien porter. C'est important, mais surtout ce qui concerne l'hijab, ce n'est pas une histoire où on dit, oui, quand la femme met l'hijab, elle se soumet, elle se fait ci. Non, ce n'est pas ça. Entre la femme et son mari, c'est des partenaires. Ce n'est pas le voile qui est synonyme de quoi? De pudeur. Non. Quand on dit la pudeur est humaine. La pudeur se cultive. Mais une fois que la pudeur s'est installée maintenant, alors votre voile aura maintenant quoi? Un sens dans votre vie. Est-ce que le voile a à voir avec l'esprit? Non. Ça n'a rien à voir avec l'esprit. Le voile, c'est comme par exemple, vous finissez de préparer. Vous mettez la nourriture dans le bol. Maintenant, vous prenez comment le couvercle juste pour fermer. C'est ça le voile. Le voile, c'est juste un complément. Le voile n'amène pas vers la foi, mais c'est la foi qui amène vers le voile. Depuis les attentats du 11 septembre ayant causé des milliers de morts, une méfiance naît au sein de la société. Le voile est très vite associé au terrorisme et pousse la population à craindre ce signe d'appartenance religieuse. Nos frontières sont assez menacées aujourd'hui par le phénomène de djihadisme. Ils vont porter des ceintures de grenades et puis rentrer dans les publics et puis les faire exploser sous le couvert de voile. Donc, raison pour laquelle moi je suis contre le port de voile dans les espaces publics. Aujourd'hui au Bénin, plusieurs femmes continuent de se voiler, non pas pour soumission, mais pour vivre pleinement leur religion. Le 1er février est déclaré à cet effet Journée mondiale du hijab depuis 2013. On va à présent à l'international pour vous dire que Idriss Déby Itno, le président tchadien, n'est plus au pouvoir depuis 1990. Il serait décédé des suites de blessures reçues au front alors qu'il commandait ses troupes lors des combats contre les rebelles dans le nord du pays. L'information a été donnée par l'armée tchadienne ce mardi sur la télévision de l'État. Retour sur le parcours de l'homme avec Mathieu Bokor. Idriss Déby Itno, un parcours emblématique et très mouvementé. Celui qui fut 30 ans au pouvoir, d'abord pilote d'avion, puis rebelle et enfin chef d'État. Alors qu'il dirigeait ses troupes contre des rebelles, il aurait été blessé et aurait perdu sa vie. Né le 18 juin 1952 à Bergdoba, au nord-est du Tchad, dans une famille musulmane, Idriss Déby Itno débute sa scolarité à l'école française à Fada. Ensuite, il intègre le lycée franco-arabe d'Abéché, puis celui de Jacques Moudena de Bangor. Devenu élève à l'école d'officiers de N'Djamena, après l'obtention de son baccalauréat scientifique, il s'envole en France pour terminer sa formation où il devient pilote de transport et diplômé parachutiste. En effet, la dernière bataille a réellement commencé le jour du scrutin présidentiel, le 11 avril 2021, alors que le scrutin présidentiel était organisé. Des informations ont fait état du fait que plusieurs colonnes de véhicules lourdement armés en provenance de Libye
ont fait une incursion à l'intérieur du Tchad pour attaquer dimanche le poste frontalier de douane de Zouaké dans la province de Tibesti, à environ 1000 km de la capitale N'Djamena. L'information avait été donnée par un communiqué du porte-parole du gouvernement. À ce moment, le gouvernement tchadien avait assuré que la situation est entièrement sous contrôle. Manifestement, la réalité du terrain était plus complexe. Elle a exigé que le président se déplace et aille au front. C'est là qu'il aurait été blessé et qu'il aurait trouvé la mort, mettant ainsi fin à 3 décennies d'un pouvoir mouvementé. Et puis au Kenya, le gouvernement s'attend à ce que les investissements dans l'énergie géothermique génèrent une croissance exponentielle, une croissance donc économique, et les entreprises kenyanes explorent des voies pour exploiter la chaleur souterraine. Les explications dans cet élément de nos confrères de CCTV+. L'objectif principal du projet géothermique est la production d'énergie. Mais selon les experts de la Société kenyane de géothermie, les Kenyans devraient bénéficier de bien plus de ce qui se passe ici, à la caldeira de Menengai. Une caldeira est une dépression laissée après l'éruption et l'effondrement d'un volcan. À l'intérieur de celle-ci, 5 plateformes de construction chinoises de 40 mètres de haut et de 2000 chevaux-vapeur nous offrent un aperçu de l'avenir énergétique du Kenya. Bien qu'elle soit silencieuse pour le moment, leur histoire est une réussite. Plus de 50 puits qui ont été forés se sont avérés viables. Des centaines de mégawatts d'énergie peuvent être pompés sous la croûte terrestre et la vapeur provenant de ces puits peut s'avérer bien plus utile que la simple production d'énergie. Voici Esther Njuguna, une ingénieure spécialisée dans l'utilisation directe de l'énergie géothermique. Elle nourrit des poissons dans l'un des bassins aquatiques chauffés par la géothermie à l'intérieur de la caldeira. À l'intérieur du bassin, nous avons des poissons de l'espèce tilapia. Leur température optimale de croissance est de 29 degrés Celsius. Donc nous insistons pour chauffer le bassin à environ 29 degrés. Ce faisant, plutôt que de devoir attendre de 9 à 12 mois, nous sommes à mesure de récolter nos poissons après environ 6 mois. C'est ici que la magie opère, à l'intérieur d'un échangeur de chaleur. L'eau géothermique pompée dans l'échangeur réchauffe l'eau fraîche à l'intérieur de serpentins métalliques. À présent chaude, l'eau douce est ensuite distribuée vers divers projets agricoles, comme des serres, au moyen de ce tuyau isolé. Ce que nous chauffons est l'atmosphère de la serre parce qu'ainsi nous sommes en mesure de faire baisser le niveau d'humidité et d'augmenter la température, ce qui réduit les infections fongiques de nos cultures. D'autres usages directs de l'énergie géothermique qui sont explorés ici comprennent la pasteurisation du lait, le séchage des céréales et la blanchisserie. De nombreuses personnes sont intéressées par les serres, de nombreuses autres sont intéressées par la possibilité de sécher. Par exemple, il se trouve quelqu'un qui souhaite faire sécher ses oignons grâce à notre énergie géothermique. Le gouverneur du comté de Nakuru, Lee Kinyanjui, explique que ces utilisations directes bénéficieront à sa population ainsi qu'au Kenya en tant que nation. Nous ne pouvons pas oublier le secteur du tourisme. Nous avons ici au Kenya un lac appelé Bogoria où on utilise l'eau chaude souterraine et où de nombreux touristes se rendent. Mais en fait, il y a de nombreux endroits où cela peut également être fait. Ces entreprises sont à laisser à la caldeira de Menengai, mais au site géothermique d'Olkaria ainsi qu'à Nakuru, des entreprises similaires sont déjà en cours de développement. Voilà, c'est ainsi que prend fin cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous. Juste après moi, la suite du grand soir Covid-19 Info d'ici et d'ailleurs, Roisa.info, la chronique du soir, puis ça se discute. Ce sont les autres rubriques aux commandes Romuald Roui et vous pouvez retrouver ce programme et tout le reste également sur nos différentes plateformes digitales. Le site internet, c'est le www.etelebene.com, la chaîne YouTube et la page Facebook avec Etelebene et bien entendu l'application Etelebene disponible dans votre Play Store. Bonne soirée à vous en notre compagnie.